Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes jeudi politique, comme tous les jeudis, évidemment, vous le savez, 11h04, vous intervenez si vous le souhaitez, 0826 300 300. Trois invités pour parler de l'actualité. Ce jeudi, Philippe Brun, par ordre alphabétique, député socialiste de l'Eure, membre de la NUPS. Bonjour. Bonjour. On dit NUPS chez vous Moi, je dis que je suis député socialiste. Ah oui, d'accord. Suffisant. Ah d'accord, c'est intéressant ça. Ensuite, Jean-René Cazeneuve, qui est député Renaissance du Gers, qui est rapporteur général du budget. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est vice-président UDI de la région Île-de-France, maire de Mennecy, dans l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, nous allons commencer avec l'Ukraine. Pourquoi ? Bien parce que les événements se sont succédés tout de même ces derniers temps, et notamment la visite de Volodymyr Zelensky à Washington, acclamé à Washington. Volodymyr Zelensky, qui a bien choisi son moment pour aller à Washington, première sortie à l'étranger depuis le début du conflit avec la Russie. Il est allé à Washington presque avant Noël. Il s'est fait acclamer par le Congrès. En quelque sorte, est-ce que vous pensez qu'il est en train d'internationaliser volontairement ce conflit, ou bien est-ce qu'il est allé chercher à Washington un appui encore plus ferme des États-Unis en prévision de ce qui pourrait se passer dans les mois qui viennent ? Qui veut commencer ? Jean-René Cazeneuve ? Oui, alors je pense qu'il d'abord à remercier celui qui lui permet de se battre, tout simplement, et donc s'assurer que l'approvisionnement en armes continuera. Donc je vois, c'est un geste extrêmement symbolique, et moi je voudrais, en cette période, presque souligner le courage extraordinaire et de cet homme et de ce peuple contre l'envahisseur russe. Donc c'est un voyage très important, très symbolique. Oui. Et pour assurer, je crois, les moyens de continuer cette guerre. Bien, ensuite, je vous ferai réagir à la déclaration d'Emmanuel Macron. Mais qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément ? Je pense surtout qu'il est allé solidifier et sécuriser ses soutiens. Le soutien américain à l'Ukraine, c'est plus que ce que font tous les autres pays du monde, que ce soit en termes de soutien financier, militaire, logistique, d'information. Il y a eu des élections aux États-Unis avec la Chambre des représentants qui est devenue républicaine. Le risque toujours d'un isolationnisme un peu plus important de la part des républicains que des démocrates. Et donc je pense aussi que aller là-bas, c'est effectivement remercier ses principaux soutiens, mais c'est aussi aller sécuriser le soutien de l'Amérique à l'Ukraine dans cette guerre. Mais est-ce qu'il n'entraîne pas un peu plus, même si les Américains ne fourniront que des patriotes qui sont des missiles défensifs, est-ce qu'il n'entraîne pas un peu plus les États-Unis dans ce conflit avec la Russie ? Lui le souhaite, et c'est logique de son point de vue. L'intérêt des Américains ou des Occidentaux, c'est pas d'avoir une généralisation de ce conflit. Qu'en pensez-vous, Philippe Brun ? Oui, effectivement, une visite symbolique. Le risque, effectivement, et vous le pointez dans votre question, c'est qu'on arrive à un affrontement entre blocs, et c'est pas ce que l'on souhaitait. Moi, je note que Volodymyr Zelensky a appelé à une conférence sur la paix. Alors, les contours sont encore assez flous. Oui, assez flous. Je crois que la France et l'Union européenne doivent réagir. C'est un conflit européen qui est aux portes de notre continent. Mais et la solution, elle est européenne, elle est continentale. Et donc, faisons attention à ce que ce conflit, qui est un conflit d'agression, qui est un conflit régional, ne devienne pas un conflit d'affrontement entre blocs. Et je crois que c'est, d'une certaine manière, renforcer Vladimir Poutine de faire passer ce conflit comme un conflit entre les États-Unis, le monde occidental vous et allez la Russie. m'expliquer, Philippe Brun, comment fait-on pour convaincre Vladimir Poutine de s'asseoir autour d'une table aujourd'hui ? D'ailleurs, personne ne veut s'asseoir autour d'une table aujourd'hui. Dans le futur. Alors, Emmanuel Macron, table n'existe pas. Oui, même la table n'existe pas. Emmanuel Macron dit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, peu vraisemblable, il est opposé, évidemment, ce serait vécu comme une confrontation par la Russie, là en quoi il a raison, qui ajoute, à la fin, il faudra mettre tout le monde autour de la table, il faudra aussi donner des garanties de sécurité à la Russie. Est-ce qu'il a raison de dire cela ? Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison dans la logique de ce que je viens de vous dire. Je crois qu'il ne faut pas, évidemment, provoquer. Il faut être dans une résolution pacifique de ce conflit. Et nous sommes des Européens. La guerre, elle a lieu sur notre continent. Et du point de vue américain, la guerre, elle est assez lointaine. Et je crois que nous avons raison de nous ressaisir de ce sujet et de ne pas laisser un affrontement. Alors certains entre blocs disent qu'il prospérer. n'aurait pas dû dire cela en ce moment, justement, alors que Zelensky est à Washington et que, je ne sais pas moi, Jean-René Cazeneuve. Mais il faut préparer l'avenir, et le président de la République a depuis le début essayé de maintenir le lien avec Poutine. On lui a reproché. Donc je crois qu'effectivement maintenant, les conditions ne sont pas réunies. Oui. Il faut continuer à se battre. Il faut que les Russes sortent
d'Ukraine, mais il faut aussi préparer, et c'est, je crois, le rôle du président et de l'Europe. Il faut souligner là aussi que l'Europe a la place à la Turquie ou à la Chine. Exactement. L'Europe a quand même relativement bien fonctionné quand même dans cette affaire. Qu'en pensez-vous, Jean-Philippe Dugouin-Clément ? Je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès ou de mauvais procès au président de la République sur ce sujet. Il a eu, je pense, une attitude très européenne. Il a cherché à avoir une attitude d'équilibre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'à un moment, il faudra discuter. Que cette guerre, elle peut durer. Personne ne sait si ça va durer 3 mois, 1 an et demi, 2 ans. Ça peut durer. Mais il y a un moment où on sait qu'il faudra discuter. Et moi, je préfère que cette discussion, elle se fasse autour des pays européens plutôt qu'autour des grandes puissances mondiales qui sont en schéma de concurrence avec nous. Il faut se dire les choses très clairement. Il y a des luttes d'influence de la part de la Chine, de la part des États-Unis. Donc je pense qu'on doit garder cette possibilité-là et je pense qu'on doit essayer d'accélérer les choses. Parce que la réalité, c'est que chaque jour, là-bas, il y a des enfants qui meurent. Il y a des gosses de 18 ou 20 ans qui partent le corps en charpie parce qu'on a une guerre aux portes de l'Europe qu'on n'a pas su arrêter. Bien. Autre sujet, moins grave, même si c'est pénalisant pour beaucoup, la grève des chefs de train dans les TGV notamment. C'est principalement dans les TGV pendant ce week-end de Noël. Est-ce que ces chefs de bord sont irresponsables ? Je vous pose franchement la question, Jean-René Cazeneuve. Est-ce que c'est irresponsable que de maintenir un conflit pendant cette période ? Moi, je le crois. Je le crois parce que il y a des centaines de milliers de Français qui sont pénalisés aujourd'hui à un moment sacré, ou en tout cas un moment très important pour la famille, pour les retrouvailles. Et donc, voilà, je trouve que c'est inélégant, le moins qu'on puisse dire, et inacceptable pour ces personnes-là. C'est quelquefois le seul moment dans l'année où on se retrouve. Et évidemment, ce sont les plus fragiles qui vont être pénalisés. Ceux qui ne peuvent pas prendre l'avion, ceux qui n'ont pas de voiture, ceux qui ne vont pas avoir de plan B. Donc oui, c'est inacceptable. Alors moi, il faut sacraliser le droit de grève. Je ne crois pas qu'il faille revenir sur le droit de grève parce qu'on rentrerait après dans une logique qui a le droit de faire grève. Mais faut-il encadrer le droit de grève en sanctuarisant, par exemple, les périodes de fête ou de départ en vacances ? Je ne crois pas. Parce que là, on va rentrer dans des sélections de critères, à quel moment, quel type de fête, les fêtes religieuses, pas les... On va rentrer. Mais voilà, c'est scandaleux. Moi, j'en appelle à la responsabilité de ces contrôleurs qui sont, si j'en crois les chiffres, qui ont bien négocié ces 2 dernières années leurs augmentations de salaire, qui ne sont pas les plus à plaindre. Quand vous rentrez à la SNCF, vous avez quand même un certain sens du service public et votre intérêt personnel doit être... Le service public et le service au public. Alors, Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes vice-président UDI de la région Île-de-France. Les transports, on connaît dans la région Île-de-France. D'ailleurs, je vous poserai 1 ou 2 questions à ce propos, mais c'est irresponsable ou pas ? Je trouve que c'est irresponsable et indigne. Parce que c'est prendre en otage des gens sur des négociations qui ont eu lieu, pourtant qui ont avancé au début du mois de décembre. Il y a déjà eu des grèves, il y a eu des avancées extrêmement fortes, puisque c'est 200 € nets qui ont été proposés à l'ensemble de ces salariés de la SNCF. Aujourd'hui, c'est des mouvements totalement minoritaires qui débordent les syndicats, qui sont en dehors des syndicats, et on ne peut pas, quand on a une mission de service public, prendre les Français en otage. Ceux qu'on prend en otage, c'est les plus fragiles, vous savez, c'est les grands-parents qui pourront pas aller dans leur famille pour les fêtes de fin d'année, c'est des mineurs qui ne pourront pas prendre des voitures ou trouver des solutions alternatives. Et je rappelle quand même que la SNCF a été sauvée par l'État. En 2 ans, c'est 35 milliards d'effacement de dettes qui a été consenti par l'État. Quand on injecte, mais heureusement, mais quand on injecte 35 milliards pour sauver une entreprise, je pense aussi qu'il y a un devoir de service public. Philippe Brun ? Oui, évidemment que tout le monde souhaite que cette grève s'arrête, je veux dire, y compris les grévistes eux-mêmes. Faut quand même rappeler que... Je ne suis pas sûr. Ceux qui font grève, ils ont des pertes de salaire au moment où on dépense le plus, c'est-à-dire au moment de Noël. Et cette grève, elle n'est pas si minoritaire que cela, parce que quand on voit le tracas que cela cause et le nombre de trains annulés, c'est bien qu'il y a un certain nombre de personnes, et qui sont nombreuses, qui font grève. Oui, c'est vrai. Et donc, que le collectif pour qu'on en soit rassemble. Donc évidemment que personne n'est content qu'il y ait la grève, et qu'on va tous, évidemment, en pâtir. Et moi, j'appelle la direction de la SNCF à négocier. On voit bien que les négociations se sont pas faites avec les bonnes personnes dans ce conflit. On voit bien aussi que il y a qui sont les bonnes personnes ? Les représentants syndicaux ou le collectif qui appelle à la grève ? Il se trouve qu'il y a un collectif qui se sent probablement pas très bien représenté aujourd'hui par les syndicats. C'est une question qu'on doit se poser de manière générale aujourd'hui dans les entreprises. Oui. Ce collectif, il a aujourd'hui un pouvoir de négociation puisque c'est lui qui met tout le monde en grève. Peut-être qu'il faut discuter avec ce collectif. Ou en tout cas, moi, j'appelle la direction de la SNCF à mettre en place des discussions urgentes. On a besoin là de sauver nos trains dans cette période des fêtes.
Moi, je souhaite que la grève s'arrête. Tout le monde souhaite que la grève s'arrête, mais pour qu'elle s'arrête, il faut discuter. Moi, j'appelle à la responsabilité de la direction de la SNCF. Pour vous, sont responsables et la direction de la SNCF et les grévistes. Les grévistes, ils ont des revendications. Non, mais je vous pose la question. Ils ont le droit de... Est-ce que vous mettez dans la responsabilité, dans le même... Vous englobez à la fois la direction de la SNCF, responsable, selon vous, et les grévistes, responsables ou pas? Pour dialoguer, il faut être deux. Donc les deux sont responsables pour trouver une solution à ce conflit. Pour trouver une solution à ce conflit, les deux sont responsables. C'est ce que vous dites. Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, les deux sont responsables? Il y a toujours une part de responsabilité partagée, oui. Après, on peut être solidaire, on peut comprendre les raisons d'une grève. Prendre des gens en otage pendant les fêtes de fin d'année, c'est indigne. Bien. Il est 11h15, on va finir sur ce conflit dans 2 minutes, juste après la pub, puis nous passerons à autre chose. Et nous passerons notamment à la réforme des retraites, puisque nous commençons à deviner ce qui pourrait se passer à propos de cette réforme des retraites. Il est 11h15, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, terminons cette partie du débat sur ce mouvement à la SNCF, mouvement des chefs de bord pour ce week-end de Noël. Je veux parler aussi des transports en commun en Ile-de-France avec Jean-Philippe Dugoin-Clément, parce que c'est pas terrible, hein, franchement. C'est pas terrible, c'est même dramatique ce qui se passe, catastrophique, je préfère ce mot, en région Ile-de-France. Mais est-ce que ça ne montre pas, d'une part, que la SNCF est incapable, la direction est incapable ou a perdu du temps dans la négociation, n'a pas pris la mesure du risque? Est-ce que, secondement, est-ce qu'il n'y a pas chez ces chefs de bord et maintenant à la SNCF, chez les cheminots, un mal-être et ce qui entraîne une dégradation du service public? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, le service public, le service qui doit être rendu au public? Je ne sais pas si aujourd'hui le salarié de la SNCF se rend compte vraiment de ce que ça représente, le service à rendre au public. Et puis, troisième question, la représentativité des syndicats. Pardon, mais je vois Laurent Berger qui dit lui, la CFDT ne soutient absolument pas ce mouvement. C'est vrai que la CFDT cheminot n'appelle plus à la grève et ne soutient plus ces grévistes. Philippe Brun. Moi, je pense, Jean-Jacques Bourdin, qu'on arrive à la fin d'un monde. Depuis les 20 dernières années, on a détruit ce qui faisait la fierté de notre pays. La SNCF, EDF. Et aujourd'hui, on voit le résultat. On l'a détruit, les gouvernements successifs, collectif, la destruction. Les directives européennes, la transformation de la SNCF en SA, la suppression de l'ensemble des statuts. Et finalement, on a créé des salariés qui n'ont plus de statut, qui ont effectivement moins d'attachement à l'entreprise qu'ils ne pouvaient l'avoir avant. Peut-être aussi moins de sens du service public quand il y a des difficultés. Est-ce que c'est pas la société en elle-même qui s'est déresponsabilisée? La déresponsabilisation, elle vient d'en haut. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de grands services public dans lequel on a des agents à qui on confie effectivement des prérogatives avec un statut qui les protège. Et là, on voit bien que quand on détruit finalement ce patrimoine, quand on détruit ce service aux Français, eh bien, il y a ces conflits, il y a ce manque de responsabilité des uns et des autres, et cela amène les grandes difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Pas complètement. Vous êtes bien un indulgent avec ceux qui font grève aujourd'hui. Ils font grève tout simplement parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance qui est fort. Il ne faut pas leur donner des raisons qui n'en sont pas. Donc aujourd'hui, ils portent préjudice, ils prennent en otage des centaines de milliers de Français, et c'est pour ça qu'ils font grève, pour obtenir une augmentation de salaire. Point final. Ça n'est pas l'image de la destruction. Si les grèves à la SNCF dataient d'il y a quelques années, ça saurait, mais c'est quand même très très ancien. Donc depuis 1947, chaque année, il y a des conflits. Oui, les contrôleurs, quand ils rentrent à la SNCF, ils savent ce qu'ils vont y faire. Ils savent qu'ils vont voyager dans des trains. Ils connaissent leur travail. Donc, je suis toujours surpris par ces gens qui font semblant de découvrir après coup les inconvénients qu'il y a dans leur métier. Donc, moi, j'appelle vraiment à la responsabilité. Je crois que il faut un dialogue. Le dialogue existe au sein de cette SNCF. C'est vrai que cette structure des syndicats qui sont bypassés, qui sont plus représentatifs, ça pose un vrai problème qui aura d'autres répercussions. On le voit bien. L'affaiblissement des syndicats depuis des dizaines d'années, il est aussi effectif et il emmène à ce type de comportement.
correctement. Les outils numériques aussi, qui permettent aujourd'hui des mobilisations qui n'auraient pas été possibles il y a encore quelques années. Oui, c'est une nouvelle donne. Là, je crois que le court terme, il faut qu'ils reviennent travailler pour que les Français puissent fêter les fêtes de fin d'année. Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, le service rendu au public, en Ile-de-France, les transports en commun ne rendent pas le bon service au public. En ce moment, c'est une catastrophe. Mais en Ile-de-France, comme au niveau national, dans beaucoup d'autres régions et dans beaucoup de secteurs sur les transports, il y a aujourd'hui un problème de recrutement, il y a un problème de marché de l'emploi, il y a un problème de retard de formation de la part de la RATP sur des recrutements de conducteurs, de métro, de bus. Et effectivement, on le paye de manière extrêmement forte. Et on est sur quelque chose de très lourd parce que recruter et former un conducteur de bus ou un conducteur de métro, ça se fait pas au claquant des doigts d'un jour à l'autre. Pourquoi est-ce qu'on ne les recrute pas et qu'on ne les trouve pas parce qu'ils sont pas suffisamment payés, parce que le métier n'est pas suffisamment valorisé, parce que toutes les entreprises aujourd'hui, quel que soit le statut, ont des difficultés de recrutement. Vous n'avez pas un chef d'entreprise que vous croisez aujourd'hui, qu'on parle de commerce, qu'on parle de TPE, de PME, de grandes entreprises, qu'on parle du secteur de l'hôtellerie, des transports, de la sécurité, des loisirs, qui ne vous disent pas qu'il y a des problèmes de recrutement. Qu'on parle de personnes au SMIC à temps partiel ou de CSP+, à 5000 balles par mois. La réalité de la tension sur le marché de l'emploi, elle est terrible. On parlait tout à l'heure du statut, mais le statut ne fait pas tout. Aujourd'hui, il y a une demande de la part des gens qui est renforcée par le phénomène de l'inflation, d'être mieux payé, d'avoir des conditions de travail plus attrayantes, chose qu'on peut parfaitement comprendre. Mais la question du statut, quand on n'arrive plus à recruter de profs aujourd'hui, quand on lance des appels pour recruter des profs et qu'on n'arrive pas à recruter des profs, pour le coup, c'est bien le statut de la fonction publique. On a dans ce pays aujourd'hui un problème majeur d'inadéquation entre le marché de l'emploi et entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Oui, Philippe Brun. Ce que dit Monsieur Dugoin-Clément, serait vrai s'il n'y avait pas la même chose dans tous les pays du monde aujourd'hui, les pays occidentaux. Épidémie de démission aux États-Unis, des restaurants qui ferment au Canada puisqu'on trouve personne pour servir. Il y a aujourd'hui une demande de sens dans toutes les démocraties occidentales à la suite de l'épidémie de Covid. Et c'est vrai qu'on a détruit le sens. On est dans des sociétés sans sens. Parce que je parlais sur le service public. Avant, quand on était cheminot, on participait à une grande aventure qui était l'aventure du rail. Et on a fait que détruire finalement cet idéal. On a fermé les petites lignes. On a fermé les gares, on a supprimé les guichetiers dans les gares, on a aussi supprimé des contrôleurs. Aujourd'hui, il y a des trains qui fonctionnent sans contrôleur, où c'est le conducteur qui a des caméras et qui ferme. Il n'y a plus personne pour siffler sur le quai. Vous avez un malaise aujourd'hui dans un train, il n'y a plus personne pour vous aider. Donc on a détruit progressivement tout ce sens. Et là, la société nous dit quoi ? Elle nous dit, donnez-nous du sens, donnez-nous finalement un idéal, donnez-nous. On n'a pas envie de travailler seulement pour financer l'actionnaire et puis pour avoir à manger à la fin du mois. On veut aussi participer à une grande aventure collective, et je crois que le statut, cette idée du statut, elle va aussi avec l'idée de l'idéal du service et de cette obligation qu'est le service. Et je crois qu'il faut aujourd'hui retrouver du sens et sur la question de la SNCF, inventer le service public du rail de demain. Bien, il est 11h25, ça nous conduit doucement à la réforme des retraites, tout ça, puisque, oui, mais ça nous conduit aussi à la réforme le projet de loi Asile et Immigration. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on va parler des métiers en tension, évidemment. Et on a eu une présentation, projet de loi déposé lundi au Conseil d'État, dépôt du texte sur Asile et Immigration en Conseil des ministres au mois de janvier. On commence à savoir ce qu'il y a dans ce texte sur la réforme des retraites, réforme présentée, vous le savez, le 10 janvier. Nous allons parler de tout cela, il est 11h26, juste après la pub. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h29, tiens, prenons Blandine qui vient se joindre à notre débat. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Bourdin. Bonjour, vous êtes à quel endroit Blandine ? Je suis à Sanguinet, dans les Landes. Dans les Landes. Vous êtes ambulancière, Blandine ? Tout à fait. Je suis ambulancière diplômée d'État. Et je suis également très investie dans mon syndicat pour la profession. D'accord. Et dans votre profession, dans votre métier, il y a des tensions en matière d'emploi. Ah ben pas qu'un peu. Oui. Pas qu'un peu. Pour vous donner quelques chiffres, il y a eu 120 000 ambulanciers de formés en 10 ans. Il y a en moyenne 60 000 ambulanciers en France et il y a quasiment 20 000 offres d'emploi pour voir sur le territoire. Il y a 20 000 aujourd'hui
offre d'emploi d'ambulanciers à pourvoir sur le territoire. Alors, pourquoi, quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne sont pas pourvus ? Alors, les ambulanciers quittent la profession. L'espérance de vie d'un ambulancier dans la profession est à une moyenne de 5 ans. À 5 ans. On est ambulancier pendant 5 ans, puis on change. Tout à fait. Alors, bien sûr, les raisons, c'est les conditions de travail, de rémunération. Hein. Il faut savoir qu'on travaille le week-end, la nuit, les jours fériés, qu'on est en décalage avec le reste de la population, qu'on a des prises en charge souvent lourdes de patients. Et ce que devient la profession avec l'apparition des grands groupes use les salariés. Puisque c'est de la rentabilité, ça nous pose en situation de maltraitance vis-à-vis des patients. Les raisons sont le manque de personnel, effectivement, et également la course à la rentabilité. Oui. Bon, le manque de personnel, ça veut dire oui, au bout de 5 ans. Combien gagne un ambulancier en début de carrière, Blandine ? Alors, moi, j'ai 20 ans d'expérience. Oui. Ça fait 20 ans que je suis ambulancière. Je fais partie des dinosaures. Oui. Je suis diplômée d'État à plein temps. J'ai 17 ans d'ancienneté dans mon entreprise. Et je fais 1 480 € net par mois. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah oui. Je comprends votre insatisfaction, Blandine. Qui ne la comprendrait pas et qui ne la partagerait pas ? La problématique, c'est encore une fois que pour avoir 20 ans d'expérience, c'est que j'aime ma profession. J'aime ce que je fais. Je le sens. Si je suis aussi investie au niveau syndical, c'est justement parce que je souhaite essayer de la protéger. Oui. Voilà. Actuellement, sur mon entreprise, qui est pourtant le premier transporteur sanitaire de France, on prend des dialyses avec plus de 2 ou 3 heures de retard. Et c'est extrêmement difficile à vivre pour les salariés, il faut que ce soit bien entendu. Nous étions en grève la semaine dernière, on a eu un petit article dans Sud-Ouest, mais la maltraitance aux patients est devenue constitutionnelle en fait. Est-ce que le droit de grève, tiens Blandine, vous l'exercez puisque vous étiez en grève la semaine dernière, est-ce que vous comprenez la grève là, des chefs de train, des chefs de bord ? Alors, je comprends les mouvements de grève. Maintenant, je voudrais pas trop me prononcer parce que faisant partie du transport également, je veux pas mettre ma fédération en difficulté, même si elle n'a pas appelé à la grève. Après, s'ils font grève, c'est qu'il y a l'insatisfaction. Si les syndicats n'ont pas été mis dans la boucle, c'est qu'il y a un problème de communication, y compris au niveau syndical envers les salariés. Je pense que la communication, et je sais plus lequel de vos invités l'a dit, que ce soit entre la direction et les cheminots ou entre les syndicats et les salariés, il y a forcément 2 situations différentes, mais 2 situations identiques également avec la communication. Bien, merci beaucoup Blandine. Bien, voilà, alors c'est l'illustration de ce qui se passe en France aujourd'hui. Problème, c'est pas un problème budgétaire, Jean-René Cazaux. C'est un problème budgétaire ou pas ? C'est un problème d'organisation de la société ? Quel est le problème ? Moi, d'abord, je voudrais la remercier pour ce qu'elle fait tous les jours depuis 20 ans, parce qu'elle fait quelque chose de tout à fait essentiel quand même pour nos concitoyens. La question est compliquée. Donc, on sait qu'on a aujourd'hui encore 7,2%, je crois, de chômeurs en France, et il y a pourtant des jobs qui sont disponibles. Alors, donc, il faut déjà multiplier les formations, les accès, l'apprentissage. Donc on met beaucoup d'argent pour faire en sorte que l'apprentissage, que des jeunes puissent aller s'intégrer dans la vie professionnelle via ce biais qui est très positif. Il faut aussi du dialogue au sein de chaque secteur d'activité. Il ne peut pas y avoir une réponse globale par rapport à tout ça. Ce sont les entreprises qui fixent les salaires de leurs salariés. Il faut donc du dialogue, de la considération, de la revalorisation de chacun de ces métiers. Il faut aussi, on a réformé l'assurance chômage il y a quelque temps. Ça a été un peu compliqué. Donner un signal que quand il y a beaucoup de gens qui recherchent des employés, des collaborateurs, eh bien, il faut que la période pendant laquelle vous êtes
est indemnisé soit probablement un peu plus courte pour que il y ait pas. Alors, je sais que la majorité des chômeurs sont sincères dans leur recherche, mais il y en a quelques-uns aussi qui peuvent jouer avec le système. Donc on a mis la pression via ce biais-là. Il faut aussi accompagner les gens qui sont au RSA pour leur redonner cette envie d'aller travailler, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, formation, quelle que soit la formation, apprentissage, alternance ou autre, mais formation indispensable. Et puis Philippe Brun. La formation et puis rémunération. Madame est ambulancière et moi aussi je salue son engagement, son travail depuis aussi longtemps. C'est un métier du lien. On parle beaucoup des aides-soignantes, des aides à domicile, des assistantes maternelles, des infirmières. Il y a aussi les ambulanciers. Et c'est des métiers très mal rémunérés. C'est même un peu le système d'ailleurs. On l'a entendu. Pourquoi ? Parce que c'est la sécurité sociale en fait qui paye les ambulanciers en France. Et le partage de la valeur fait qu'il en reste toujours très très peu pour les travailleurs du lien. Il faut revaloriser aujourd'hui la rémunération de ces travailleurs qui sont essentiels à la société. Alors le chômage baisse, c'est incontestable, pas suffisamment, mais il baisse, et en même temps, on ne trouve personne. On trouve personne dans certains secteurs. Alors, Jean-Philippe Dugoin-Clément, est-ce que vous êtes, dans le cadre du projet de loi Asile-Immigration, il y a cette idée de créer un titre de séjour métier en tension accessible aux travailleurs sans papier. 1 an pour des étrangers en France depuis au moins 3 ans. 1 an, un titre de séjour d'1 an, pour des étrangers en France depuis au moins 3 ans et qui présentent 8 bulletins de paix. Oui ou non, c'est une bonne mesure. Oui, moi j'y suis favorable. Déjà, je dis ça parce que LR, vos alliés, on n'est pas favorable. Moi je ne suis pas LR, je suis membre de l'UDI, qui est le centre droit indépendant et libre. Il en reste encore un en France. Bon, d'accord. Voilà, et on a un certain nombre de différences avec LR, avec Renaissance, avec les autres formations politiques. Oui, déjà ça permet de tordre le cou à un mythe, c'est que ce pays pourrait vivre sans immigration. Ça permet de tordre le cou à la diarrhée verbale de Madame Le Pen ou de Monsieur Zemmour, expliquant qu'il faut une immigration zéro. S'il n'y avait plus d'immigration en France, c'est des services publics essentiels qui ne fonctionneraient plus aujourd'hui. Quand je dis services publics, je parle aussi bien de services publics sous statut fonctionnaire classique ou de nécessité donnée aux usagers. Contractuel. Voilà, donc c'est effectivement quelque chose d'important. Après, on a un problème dans ce pays depuis 10 ans. En fait, depuis 10 ans, on a eu des gains énormes sur la baisse du chômage. Effectivement, le chômage est à 7,2, il a diminué structurellement de manière très forte. Mais dans le même temps, on n'a jamais eu autant de salariés, de travailleurs qui sont pauvres. On n'a jamais eu autant de pertes du pouvoir d'achat, ce qui s'accélère cette année avec la montée de l'inflation. Et je pense qu'on a un véritable sujet de repenser le système, de plus être sur du toilettage au coup le coup, et de dire à quel moment est-ce que le travail paye. Vous avez votre auditrice, mais c'est des dizaines de milliers de personnes qui font des travaux qui sont absolument essentiels, qui, quand demain ils s'arrêtent, paralysent la société, qui sont mal payés, mal rémunérés, mal considérés. Et la réalité des courses, c'est qu'on ne pourra pas augmenter les salaires massivement si on ne réfléchit pas à la diminution des charges. Et on doit réfléchir globalement à comment est-ce qu'on paye le travail dans ce pays. Donc il y a plusieurs mesures. Cette mesure, Philippe Brun, vous la trouvez bien ou pas ? Oui, alors il se trouve que moi, c'était mon métier, si vous voulez, juste avant. J'étais magistrat administratif, administratif à Montreuil. Vous imaginez, dans une chambre qui s'occupait de droit des étrangers. J'étais rapporteur public, donc j'ai fait ça pendant des années. Et aujourd'hui député de l'Eure. Et aujourd'hui député de l'Eure, d'où je viens et où j'habite, ce qui est plutôt bien. J'imagine que vous avez des liens. Bien, et je trouvais que je travaillais en région parisienne comme beaucoup de gens aujourd'hui en Normandie qui n'ont pas de travail localement. Et vous preniez les transports en commun. Voilà. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui ? La plupart des étrangers travaillent. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une loi, en vérité, pour régulariser ceux qui travaillent. Il y a un titre de séjour salarié qui existe. Alors, on crée finalement un nouveau titre qui vient s'ajouter à un titre existant. Les préfets... Ça facilite. Vous savez, il y a la circulaire Valls. Oui, les préfets pourraient tout à fait... Il suffit qu'on fasse la circulaire... Pourquoi passer par un préfet ? Et pourquoi demander au chef d'entreprise d'intervenir pour que le salarié soit régularisé ? Est-ce que ça ne serait pas plus simple en créant un titre de séjour directement, métier en tension, 1 an de titre de séjour pour des étrangers qui sont en France depuis 3 ans et qui travaillent et qui présentent des bulletins de paix? C'est déjà le cas, ça s'appelle le titre de séjour salarié qui est aujourd'hui dans le CESEDA, qui est le code des étrangers. Donc en fait, on fait que recréer... C'est plus compliqué. Non, c'est pas plus compliqué. Si, parce que le salarié doit demander à son chef d'entreprise.
aujourd'hui. D'accord, mais son chef, il est d'accord. Il est d'accord, son chef. Vous recrutez un plongeur dans la restauration à Paris. Pourquoi êtes-vous opposé? Non, je ne suis pas opposé. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on régularise. Mais encore une fois, ne nous payons pas de mots. Cette loi, elle est inutile. Je veux dire, moi, je dis, soyons efficaces tout de suite, plutôt que d'essayer de cliver avec l'extrême droite, etc. Envoyons tout de suite une circulaire au préfet pour régulariser les gens qui travaillent. Et moi, je vous dis, tous les sans-papiers en France, ils travaillent. Tout simplement parce qu'ils ne pourraient pas vivre. Ils n'ont pas le droit au RSA. Quand on est sans-papier, on n'a pas le droit au RSA. Ils n'ont pas le droit aux aides sociales. Donc ils sont tous obligés de travailler. Donc aujourd'hui, tous les étrangers en situation irrégulière, ils travaillent. Ils sont obligés, sinon ils ne pourraient pas vivre. Bien. Moi, je pense qu'il faut les régulariser. Et ça va beaucoup plus vite que de faire une loi pour cela. Jean-René Cazeneuve. Oui, il faut. Enfin, ça existe, mais la preuve, ils ne travaillent pas aujourd'hui. Beaucoup qui ne travaillent pas, beaucoup qui sont dans des situations à avoir de papier, qui sont dans des situations de nini, de titre de séjour. Donc, non, c'est une loi de simplification et de bon sens. Donc, je crois que j'espère qu'il y aura une large majorité pour la voter. Il faut à la fois intégrer plus vite. Et je crois que tout le monde se plaint aujourd'hui de demande de droit d'asile. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc vous vous trouvez dans des situations inextricables où les étrangers se sont installés en France, ont des enfants en France, ont créé des familles, quelquefois un travail. Donc les expulser devient impossible. Donc il faut prendre ces décisions beaucoup plus rapidement. Ceux qui ont, pour une raison soit économique, soit parce qu'ils sont pourchassés dans leur pays ou ne peuvent pas rester dans leur pays, il y a le droit d'asile qui est l'honneur de la France, donc il faut le faire beaucoup plus vite. Et les étrangers qui n'ont pas à rester en France doivent au contraire être expulsés beaucoup plus rapidement. Donc c'est vraiment par ces deux biais-là que cette loi essaie de simplifier les choses et d'accélérer le bon sens. Bien, Jean-Philippe Dugouin, Clément, je vais vous parler juste après la pub. Vous allez commencer la discussion autour de la réforme des retraites, qui sera réforme des retraites présentée le 10 janvier, avec ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui pourrait servir un peu de véhicule législatif, si j'ai bien compris. C'est bien cela, hein. Je ne me trompe pas. C'est une des hypothèses les plus sérieuses. C'est la plus sérieuse, c'est plus qu'une hypothèse aujourd'hui. Allez, nous allons parler de tout cela, 11h42. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h46. Bien, nous terminons sur cette fameuse réforme des retraites dont on parle depuis maintenant. Chaque président a sa réforme des retraites, qui sera présentée le 10 janvier. Alors, vous allez nous confirmer, Jean-René Cazeneuve, pour faire passer cette réforme, du moins les points les plus importants, eh bien, il y a un véhicule législatif. Un véhicule législatif, c'est qu'on utilise un projet de loi pour faire passer la réforme, une grande partie de la réforme. Alors, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'on va rectifier le budget de la sécurité sociale pour permettre de faire passer la réforme des retraites. Ça permet de limiter le débat législatif à 50 jours. Si j'ai bien compris, et ça permet d'utiliser le 49.3. Est-ce cela ? Est-ce que c'est ce qui va se passer ? Alors, des budgets rectificatifs, c'est assez courant. C'est assez courant, en 2022, on en a voté 2 ou 3 sur le budget, et donc effectivement, ça arrive. L'intérêt, alors la décision n'est pas prise, et la Première ministre annoncera le 10 janvier le véhicule. La décision n'est pas prise, mais c'est une bonne solution, parce que nous allons, évidemment, nous chercher le consensus. Quand on regarde sur les 6 premiers mois, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a eu beaucoup de 49.3. Non, il y a eu des 49.3 que sur les textes budgétaires. Et il y a un texte budgétaire. Je rappelle qu'on peut utiliser plusieurs 49.3 quand ça concerne le budget. Absolument. Pas d'autres textes. On ne peut utiliser qu'un seul 49.3. Tous les autres textes, depuis le début, sont passés via la concertation, et on a eu... Et donc, c'est notre objectif, trouver une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour voter cette loi. Ce que permettrait effectivement ce véhicule, c'est, si jamais on n'y arrivait pas, de le faire. Mais une fois de plus, ça n'est pas l'objectif. Il y a beaucoup de concertations aujourd'hui qui ont, à la fois avec les syndicats, à la fois avec les partis politiques, et j'espère qu'on va arriver à une solution. Partons déjà un accord sur le constat. Je ne suis pas certain encore que tout le monde comprenne qu'il faut absolument
le faire. Alors on va aller sur le fond. Deuxième, évidemment, ça entraînera un autre texte, la présentation d'un autre texte, où l'on mettra ce qui ne peut pas être mis dans ce premier texte, dans le cadre de cette réforme des retraites. Notamment l'emploi des seniors, par exemple. Des précisions sur l'emploi des seniors. Oui, mais l'arrière-cuisine n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse, c'est vraiment ce qu'il va y avoir dans cette réforme des retraites. Alors, dans cette Après, réforme, le véhicule... Vers quoi ? Le report de l'âge légal de départ à la retraite il faut d'abord... à 64 ou 65 ans. L'objectif, c'est de sauver notre système de répartition. Je prends un exemple. Aujourd'hui, un retraité touche en moyenne 1 500 euros. Oui. Ça veut dire que il y a 1,7 actifs par retraité. Ça veut dire que chacun des actifs, vous, tout le monde autour de la table, tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent, payent 900 euros, cotisent 900 euros tous les mois pour payer les retraités. Et donc, si vous voulez que cet équilibre perdure, si on veut sauver notre système, alors qu'il y a de plus en plus de retraités et un ratio d'actifs par retraité, on ne veut pas baisser les retraites. Non, c'est pas une solution. On ne veut pas augmenter les cotisations, parce que si on augmente les cotisations, on baisse le pouvoir d'achat, on baisse le salaire net des Français, et on revient sur votre auditrice qu'on a écoutée il y a quelques minutes, on ne veut pas le faire non plus. Donc il faut simplement faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'actifs qui travaillent pour continuer à sauver notre système de retraite. Et donc là, il s'agit de rallonger... des actifs qui travailleront un peu plus. Il faut que chacun, tout le monde, travaille un tout petit peu plus pour sauver notre système de retraite et que chacun puisse être serein par rapport à son avenir. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vous êtes d'accord ? Déjà, je trouverais dommage que ce texte passe avec le 49.3. Symboliquement et en termes de cohésion, je trouverais dommage qu'on n'arrive pas à l'Assemblée nationale à avoir un consensus, à trouver les voies. Vous le voteriez ? C'est l'objectif. Si vous étiez député, vous le voteriez ? Je pense que je pourrais le voter en fonction de ce qu'il y aurait dedans exactement. L'allongement de la durée du temps de travail n'est pas quelque chose qui me choque. Est-ce qu'il faut le totem des 65 ans, des 64, des 63 ? Est-ce qu'il faut parler en termes d'annuité ? Les sénateurs LR veulent 64. Non mais, très bien. En même temps, les sénateurs LR soutenaient, comme moi d'ailleurs, Valérie Pécresse qui proposait 65. La réalité, c'est que je pense que fondamentalement, on ne peut pas sauver l'équilibre du régime des retraites si on ne travaille pas sur la durée. Et donc la durée, est-ce que c'est l'âge ? Est-ce que c'est le nombre d'annuités ? Ça doit être l'occasion de venir sur les questions de pénibilité, de carrière longue, d'avoir un texte qui soit équilibré, qui soit sain, avec un problème majeur, c'est un déficit de plus de 12 milliards à 3 ans si on ne fait rien. Et donc en fait, on va péter le système. Donc ce qui est fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à minima, mais qui doit permettre de préserver le système. Je pense que là-dessus, on doit avoir un consensus. La réalité, c'est qu'on devrait aller plus loin et avoir la logique de poser la question du système de retraite. Bon, je vais y venir, mais le consensus, on l'a même pas ici, Philippe Brun, mais on pourrait, puisque vous êtes opposé à toute réforme des retraites. Absolument pas opposé à toute réforme des retraites, opposé très certainement à celle-là. De quoi parle-t-on, la retraite à 65 ans ? Elle s'adresse à qui ? Elle s'adresse pas aux gens qui ont commencé à travailler à 25 ans, elle s'adresse pas aux cadres, elle s'adresse pas aux gens qui ont fait beaucoup d'études. Quand on commence à travailler à 25 ans, on part à la retraite déjà, bien plus tard, avec les annuités. Donc en fait, ça s'adresse à qui ? Retraite pleine. Bon, c'est bien qu'on prend notre retraite pleine. Alors, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse à ceux qui font les métiers les plus pénibles, qui ont commencé à travailler le plus tôt, à la dame qui est ambulancière, qui a dû commencer à travailler à 18 ans. Et c'est à elle qu'on va dire, c'est toi qui vas financer le déséquilibre du régime des retraites en allongeant finalement ta durée de cotisation. Je rappelle quand même, et les auditeurs doivent le savoir, qu'un ouvrier aujourd'hui a 8 ans d'espérance de vie de moins qu'un cadre. Est-ce qu'on peut continuer avec cette inégalité pareille ? Attention aux idées reçues. Un ouvrier aujourd'hui, il finance aujourd'hui la retraite des cadres. Et moi, je crois qu'il faut sortir de ce système-là. Emmanuel Macron avait proposé en 2017 une grande réforme des retraites, qui ne soit pas une réforme paramétrique et qui justement poserait l'ensemble des sujets. Moi, je suis favorable à cette idée du Macron 2017, qui me semble meilleure que cette idée du Macron 2022. Entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi. Il faut une vraie réforme des retraites, je crois. La question de l'équilibre du système. Rappelons-le aussi, on dit il faut sauver. Bon, là, on a un déficit, on dit d'ici 2050 à 0,5 point de PIB, c'est 12 milliards par an. Quand je vois les cadeaux fiscaux que fait Monsieur Cazeneuve et le gouvernement pour beaucoup plus que cela chaque année, on a supprimé la CVAE, aux très grosses entreprises, aux plus riches, pour des sommes bien plus importantes. On met en place une taxation sur les super profits. Entre 10 et 20 milliards par an, cela rapporte. On voit bien que finalement, les 12 milliards qu'on doit trouver sur le long terme d'ici 2050, on les trouve rapidement. Et puis, parlons de l'emploi des seniors. Aujourd'hui, une personne de 60 ans sur 2 est au chômage. Donc on voit bien qu'il y a un problème aussi. On dit on va travailler plus longtemps, on va faire quoi ? On va juste être au chômage plus longtemps.
Donc posons l'ensemble de ces sujets de manière intelligente et faisons, oui, une vraie réforme des retraites qui permettent, moi je le dis très clairement, aux ouvriers de partir beaucoup plus tôt, à 60 ans et même peut-être avant 60 ans, aux cadres, oui, de partir plus tard et réfléchissons à d'autres moyens de financer aussi nos retraites. Ça ne peut pas être seulement aujourd'hui sur le travail. Il y a des vérités, c'est que l'espérance de vie en bonne santé ne recule pas. Contrairement à ce que disent beaucoup, il y a d'autres vérités, c'est que les nouveaux retraités ne sont pas au chômage, n'étaient pas au chômage, 11,5% seulement étaient au chômage, donc ça c'est aussi une vérité. Et en ce qui concerne il y a aussi d'autres vérités à rappeler, c'est que peut-être, si on veut repousser l'âge légal de départ à la retraite, c'est parce qu'il faut trouver des moyens de financer la fameuse retraite à 1 200 € minimum, non ? Oui. Je voudrais réagir à ce que vient de dire Philippe Brun, qui montre que le Parti Socialiste est perdu. Les LR sont perdus, mais le Parti Socialiste est perdu, parce que cette réforme des retraites de 2017, le Parti Socialiste a voté contre. Ouais, donc maintenant vous nous dites qu'elle était formidable. Je regrette. Il n'y a jamais eu de vote sur cette réforme de 2017. Ils se sont exprimés 100 fois, 1000 fois, 2000 fois contre cette réforme. Donc, et les LR, entre ceux qui disent effectivement 65, 64, 63, 62, Pradier veut pas changer. Enfin, donc chacun... C'est dommage, quoi. Il faut pas mentir aux Français. La réalité, c'est qu'on a absolument besoin. Maintenant, il faut le faire le plus intelligemment possible. Et là où je peux vous rejoindre, c'est que évidemment, il faut traiter de manière très spécifique les carrières longues. Il faut traiter de manière très spécifique la pénibilité. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ceux qui travaillent le plus longtemps, ce sont les personnes les plus fragiles, contrairement à ce que vous dites. Ce sont les femmes seules qui ont eu des carrières hachées, qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans aujourd'hui, qui est l'âge pour retrouver le taux plein. Et d'ailleurs, on n'y touchera pas. Donc il faut des mesures d'accompagnement. Il faut augmenter la retraite minimale, parce qu'autrement, on voit aujourd'hui des gens qui sont dans la grande pauvreté. Et donc il faut la financer. Et donc pour la financer, on recule l'âge de départ. Que très progressivement, chacun d'entre nous travaille un tout petit peu plus. Ça pose la question, à juste titre, du travail des seniors. Donc il faut, là aussi, pourquoi les seniors travaillent beaucoup moins dans notre pays qu'ailleurs, partout en Europe? Il faut se poser la question. Il faut une grande concertation pour accompagner les seniors, avec peut-être un peu de travail partiel. Et même des obligations peut-être infligées aux entreprises. Par exemple, absolument, il faut un index, en tous les cas le suivre. Il faut absolument faire en sorte que sortir un salarié au-delà d'un certain âge soit absolument impossible. Ça n'est pas acceptable de le faire. Donc vous voyez que c'est une grande réforme qui s'impose à nous. Ça fait, écoutez, on va pas se cacher, ça fait plaisir à personne de travailler plus. Bon, il faut juste du courage politique. Et je vois que au pied de l'obstacle, eh bien, le courage politique manque à certains. Le courage politique, c'est de dire qu'il faut absolument faire cette réforme. Maintenant, il faut la faire intelligemment, dans le dialogue, chercher un consensus et faire en sorte que effectivement, on puisse ne pas pénaliser ceux qui ont les carrières les plus longues, ceux qui ont les travails les plus bénis. Et c'est dans la loi, et ce sera dans la loi, et ce sera l'objet du consensus. Mais si déjà on n'est pas d'accord sur si vous voulez, sur l'état des lieux, ça va être difficile. Le pouvoir ne reculera pas. Enfin, vous ne savez pas ce que fera Emmanuel Macron, mais le pouvoir ne reculera pas sur cette réforme. C'est le Parlement qui va décider. Donc il faut trouver ce consensus au Parlement, et on fera tout pour trouver ce consensus au Parlement. Bien. Je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, Philippe Brun, mais je le sais, vous l'avez exprimé. Merci à vous trois. Hein. Merci d'être venus nous voir. Il est 11h56. Merci. C'est toujours passionnant parce que ça... Merci, bonne fête à vous. C'est passionnant parce que ça permet de faire le point avec des élus qui... parce qu'aujourd'hui, bon, moi j'essaie de réhabiliter sans cesse la parole des élus parce que, comme la parole des journalistes d'ailleurs, vous êtes décrédibilisés comme nous. Et c'est vrai, non mais c'est vrai. Et on a besoin de politique pour faire avancer les choses. Il est 11h57.